Avoir le modèle de machine learning le plus performant n'est pas l'objectif lorsqu'on développe un nouveau modèle. Avoir le modèle de machine learning le plus performant, le plus robuste n'est pas du tout l'objectif lorsqu'on est en phase de développement d'un nouveau modèle en entreprise. Je répète et j'insiste parce que c'est très important. Avoir le meilleur modèle, le plus performant possible au monde, le plus robuste, ce n'est pas l'objectif à avoir en tête lorsqu'on développe un nouveau modèle pour pouvoir implémenter en entreprise. Lorsqu'on est en entreprise, en général, ce qui est important, c'est avoir le modèle qui est certes performant, mais surtout qui est interprétable, compréhensible d'un point de vue business. Le point central à garder à l'esprit, c'est le modèle que je développe doit, bien sûr, respecter les contraintes mathématiques, bien sûr, respecter les contraintes statistiques, mais surtout, est-ce que le modèle que je vais mettre en position est interprétable? Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que je suis capable d'expliquer pourquoi le modèle fonctionne comme ça? C'est à ce niveau-là qu'on a la différence entre un débutant et un expérimenté en data science. Le débutant se concentre sur le modèle le plus performant. L'expérimenté sait qu'il faut, c'est de la performance, mais surtout l'explicabilité d'un point de vue business. Pourquoi j'insiste sur ce point important? Parce que récemment, dans les travaux de modélisation, j'ai eu avec l'équipe dans laquelle je travaille un meeting avec les métiers. Et pendant l'entretien, on a présenté tout ce qu'on a fait, mais il y a une réaction de savoir combien ça coûte. En général, celui qui n'est pas technique va vous demander combien ça coûte. Il ne comprend pas tout l'aspect technique. Donc, avoir le modèle le plus performant n'est pas toujours le plus important. Ce qui est important d'un point de vue business, c'est quel est l'impact, bien sûr, business de votre métier et surtout, comment le modèle arrive à faire ses prédictions. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que de plus en plus en entreprise, on privilégie les modèles interprétables, régression linéaire, régression logistique. Mais de plus en plus, il y a des travaux qui montrent que les modèles black box, comme on les qualifie souvent, peuvent également être interprétabilité. Et dans cette vidéo, on verra ensemble comment donner de l'interprétabilité à des modèles qui sont souvent qualifiés de black box. Bonjour et bienvenue sur le coin Stat, le coin où on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 100 de notre challenge 100 jours de machine learning. Et franchement, les amis, je suis très contente d'avoir pu relever ce challenge avec vous. Et je suis franchement contente de tout ce qu'on a réalisé durant ces 3 derniers mois. Et pour pouvoir terminer ce challenge en beauté, je vais insister sur un point qui est très important pour moi parce que je vois beaucoup de débutants commettre la même erreur, vouloir développer des modèles les plus performants possibles alors que on veut en entreprise un modèle certes performant, je suis d'accord avec vous, mais surtout un modèle interprétable. Et dans cette vidéo, on verra ensemble comment rendre un modèle interprétable. Comment un modèle de machine learning black box peut être interprété avec 2 dimensions, interprétabilité locale et interprétabilité globale. Je vous laisse avec mon notebook et on se retrouve juste à la fin pour la suite de l'aventure. Comme je le disais en introduction, nous allons voir ensemble comment rendre un modèle black box interprétable. Quels sont les outils à mettre en œuvre? Et pour ça, on va s'intéresser au modèle d'XGBoost qu'on a déjà vu dans la vidéo qui s'affiche juste à l'écran là. On commence bien sûr par importer la base de données, les packages. Et là, on va travailler sur une base de données qui est disponible sur Kaggle. On a déjà travaillé sur cette base de données là en gros. C'est une base de données qui comporte des informations sur des femmes d'au moins 21 ans d'une population amérindienne. Et on examine si ces patientes ont le diabète de type 2 ou pas. Donc on a 2 variables. On a une variable, ici qui est outcome qui prend 1. Si la femme a le diabète ou pas. Et 0 sinon. On a fait toutes les étapes. Rappelez-vous, on décrit la base de données, on analyse la relation entre la variable et la variable d'intérêt, on choisit les graveurs les plus pertinents. Une fois qu'on a choisi les graveurs les plus pertinents, on estime ici le modèle de boosting. Avant de faire le modèle, on divise en train test, la base d'apprentissage pour entraîner le modèle et la base de test pour pouvoir tester les performances de ce modèle et s'assurer qu'on n'a pas d'overfitting. Ce sont les étapes qu'on a vues plusieurs fois dans ce challenge. Donc, c'est pour ça que ici, je suis allée très vite. Vous avez vu, on a vu la matrice de corrélation. Une fois qu'on a déjà divisé en train test, on va optimiser les paramètres du boosting. Et en général, dans XGBoost, vous avez un maximum de la profondeur de l'arbre de décision. Vous avez le taux d'apprentissage et le nombre d'arbres à mettre en place. Et en général, pour pouvoir optimiser, on met en place une grid search. On sélectionne le modèle qui optimise le critère qu'on aura choisi. Si je n'ai pas importé XGBoost Classifier, donc je vais l'importer juste ici. C'est juste ici, pardon. J'importe cela. Une fois que je vais importer, et là, ça va marcher. Là, on optimise les paramètres. Une fois que les paramètres sont optimisés, on va avoir le temps de calcul. En général, ça prend quelques minutes pour être estimé. Donc, voilà les étapes du modèle. On sélectionne les données, on divise en train test, on choisit les variables. Ensuite, on optimise les paramètres. Et là, ça a pris quelques secondes. Et lorsqu'on a optimisé les paramètres, on choisit le meilleur modèle avec validation croisée. Vous avez les meilleurs paramètres. On réestime le modèle. Donc, voilà, on aura les performances du modèle juste ici, sur la base d'apprentissage, sur la base de test. Ce qui nous intéresse souvent, c'est surtout, moi j'aime bien régler l'accuracy, 74% sur la base de test et 88% sur la base d'apprentissage. J'aime également la courbe Hock pour voir, vous avez sur la base d'apprentissage, on a 94% et la base de test, on a 82%.
Ça, c'est l'histoire pour avoir le modèle. On a un modèle performant de 94% d'AUC sur la base d'apprentissage et 82% sur la base de test. Maintenant, la question, c'est lorsque je vais faire des prédictions avec ce modèle, quel est l'impact des différentes variables que j'ai introduites? C'est à cette question-là qu'il faut toujours répondre. Même quand vous allez voir les métiers, il faut toujours avoir en tête quelles sont les variables les plus importantes qui contribuent significativement à la prédiction finale. Qu'est-ce qui détermine en fait le diabète de type 2 chez les patientes dans mon modèle? Comment est-ce que le modèle permet de dire telle femme a le diabète ou pas? Ça, c'est la réponse que vous donnent les techniques d'interprétabilité. En matière d'interprétabilité, le meilleur livre qui est souvent cité, c'est celui-ci, Interpretable Machine Learning par Christophe Molnar. C'est le meilleur. C'est le livre qui est souvent cité. Dès qu'on parle d'interprétabilité en machine learning, vous avez tout dans le livre. Vous avez les modèles interprétables et autres. N'hésitez pas à le télécharger. Vous avez tout disponible sur Internet. Partial Dependence Plot, exemple de modèle agnostique, les méthodes agnostiques. Bref, vous avez tout dans ce document. Je vous invite à le lire parce que c'est sur ce document que je me suis inspirée pour avoir les éléments que je vous présente ici. En matière d'interprétabilité, il y a 2 niveaux d'interprétabilité qui est souvent présenté dans la littérature. Le premier niveau, c'est interprétabilité locale et le second, interprétabilité globale. Lorsqu'on parle d'interprétabilité locale, en fait, la question centrale à laquelle on essaie de répondre, c'est pourquoi le modèle qu'on vient de concevoir fait une prédiction spécifique. En gros, j'ai un individu, la question c'est pourquoi est-ce que le modèle que je viens de construire a dit que cet individu a telle ou telle modalité que je souhaite prédire en fait. Pourquoi le modèle a fait cette prédiction pour cet individu en particulier? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quel a été l'impact d'une caractéristique particulière sur la prédiction? Et pour ça, dans la littérature, vous avez plusieurs approches. La première approche, c'est ce qu'on appelle LIME, Local Interpretable Model Agnostic Explanation. En fait, c'est quoi LIME? C'est tout simplement une technique qui va vous permettre de créer un modèle simple autour de la prédiction que vous souhaitez expliquer. Donc, l'idée de base, c'est de perturber les entrées de prédiction et essayer de comprendre comment ces perturbations affectent la prédiction finale. C'est ça la base de LIME. En Python, je vous ai donné ici le code qui permet de faire l'explicabilité d'une prédiction particulière avec la méthode LIME. Bien sûr, on commence par importer le package LIME. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer avec pip install LIME. Une fois que c'est fait, vous pouvez ici mettre la base d'apprentissage, les valeurs features que vous utilisez dans le modèle. Ici, les classes 0, 1. Dans notre cas, 0, ça veut dire que la femme de moins de 21 ans n'a pas le diabète de type 2 et 1 si elle en a. Ici, mode, c'est classification parce qu'on fait un modèle de classification, ça c'est l'explainer. Une fois qu'on a créé l'explainer, la prochaine étape, c'est de choisir l'exemple spécifique qu'on souhaite expliquer. Supposons que je souhaite expliquer la prédiction de l'individu numéro 3 de ma base de test. Donc ici, je prends l'individu numéro 3, je prends la probabilité estimée, je prends le nombre de features qui est utilisé dans le modèle et j'exécute cela. Vous allez voir, là, c'est l'explicabilité du modèle. Cet individu a été prédit comme n'ayant pas le diabète de type 2 dans notre base de données. Et maintenant, qu'est-ce qui explique cela? Et ce qui explique cela, c'est ici en fait. Vous avez ce graphique qui vous donne l'importance. Plus la barre est longue, plus la variable est importante. Donc, les features les plus importantes pour cette prédiction en particulier, on a d'abord l'indice de masse corporelle en premier, ensuite le niveau de glucose. Donc, vous voyez, LIME permet de faire l'explicabilité locale. Pour un individu en particulier, on est capable de savoir qu'est-ce qui justifie la prédiction 0 ou 1. Ici, c'était l'indice de masse corporelle qui était plus petit que 27 et le taux de glucose. Ce sont ces 2 variables qui ont un impact significatif sur la prédiction finale. C'est comme ça qu'on utilise LIME. En gros, ça permet d'avoir l'explicabilité locale pour une prédiction donnée. Et surtout, quelles sont les features qui ont contribué à cette prédiction finale? Une autre approche pour pouvoir analyser l'interprétabilité locale, c'est Shapley Value, les valeurs de Shapley. Vous avez la description jusqu'ici. Ça se fait tout simplement en calculant la contribution moyenne de chaque caractéristique à la prédiction sur toutes les combinaisons possibles de caractéristiques. C'est ça les valeurs de Shapley. Dans le document, vous avez plus de détails. N'hésitez pas à revoir le document qui est juste ici pour comprendre davantage les notions sur ce sujet-là. On va lancer ce code pour faire les valeurs de Shapley pour une prédiction, la 3 qu'on a fait tout à l'heure. Et vous voyez ici, plus la barre est longue, plus la variable a significativement contribué à la prédiction finale de l'individu en question. Ici, j'ai tout pris l'individu numéro 3 et j'ai analysé qu'est-ce qui explique en fait la prédiction. Cet individu a été prédit comme n'ayant pas le diabète de type 2. Ce qui explique cela, ce sont les barres les plus importantes. Déjà ici, indice de masse corporelle et le taux de glucose. C'est exactement ce qu'on avait ici. Donc vous voyez que LIME et Shapley Value, c'est à peu près les mêmes conclusions en termes d'analyse. Interprétabilité locale, c'est ça. On essaie d'expliquer pourquoi une prédiction particulière a été réalisée,
quelles sont les features qui ont impacté cette prédiction. Une autre approche, c'est de faire ce qu'on appelle l'interprétabilité globale. Donc, au lieu d'analyser l'impact d'une seule prédiction, on va voir ce qui, dans l'ensemble, impacte toutes les prédictions. Et pour ça, vous avez principalement déjà ce qu'on appelle feature importance. Ça, c'est le premier réflexe à avoir lorsqu'on fait l'interprétabilité, c'est d'analyser les variables les plus pertinentes pour pouvoir expliquer l'ensemble des prédictions. Là, vous voyez qu'en termes de feature importance, en général, les variables les plus importantes, c'est le glucose, l'âge, l'indice de Markov, pour les trois les plus importants. Une des limites ici, vous savez que lorsque vous faites une régression logistique, une régression linéaire, vous avez même le sens en fait. Est-ce que ça impacte positivement ou encore négativement? Avec ce graphique, vous ne savez pas si le glucose impacte positivement ou négativement. Est-ce que lorsque le taux de glucose augmente, les chances d'avoir le diabète de type 2 augmentent aussi? Ça, on ne le sait pas. Pour le savoir, il faut également mettre en place la méthode SHAP, Shapley Additive Explanation. Il ne faut pas confondre les valeurs de Shapley et SHAP ici. Avec les valeurs de Shapley, vous avez l'interprétabilité locale, c'est-à-dire l'impact sur une seule prédiction. Ici, on a à peu près les deux, vous allez voir. Pour pouvoir mettre en place SHAP Summary, vous avez ce graphique-ci qui vous donne à la fois par ordre les variables les plus importantes et aussi l'impact sur la prédiction globale. Donc, vous voyez, ici, vous avez la valeur des features. Lorsque c'est faible, vous avez la couleur bleue et lorsque c'est élevé, vous êtes dans le rose. Comment est-ce qu'on interprète ce graphique? Là, vous avez l'impact sur le modèle final. Si c'est négatif, c'est un impact négatif sur la probabilité. Si c'est positif, c'est un impact positif. Je prends par exemple la première variable glucose. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de bleu. Ça veut dire que lorsque le taux de glucose est faible, on a un impact négatif sur le modèle. Ça veut dire que la probabilité d'avoir le diabète de type 1 est également faible. C'est ce qu'on a vu également sur l'interprétabilité locale. Lorsque le taux de glucose est faible, on a un impact négatif sur le modèle. Ça veut dire que la probabilité d'avoir le diabète de type 2 est également faible. Vous avez sur ce graphique non seulement l'interprétabilité globale parce que vous avez l'importance de chaque variable, plus c'est élevé, plus la variable est importante, mais vous pouvez également analyser l'impact de chaque variable sur le modèle. Par exemple, ici, si on prend l'indice de masse corporelle, c'est pareil que le glucose. Lorsque c'est faible, c'est un impact négatif sur le modèle. Lorsque c'est élevé, c'est un impact plutôt positif. L'âge, pareil. Donc, plus c'est bleu, plus la valeur de la variable est faible. Et quand c'est de ce côté, ça veut dire que c'est un impact négatif sur le modèle. Plus c'est rouge, plus la variable est élevée. Et quand c'est de ce côté, ça veut dire que c'est un impact positif sur le modèle. Vous voyez, par exemple, ici, si on voit blood pressure, c'est plutôt rouge de ce côté. Ça veut dire que lorsque le taux de pression artérielle est élevé, on a plutôt un effet négatif sur le modèle. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on interprète ce graphique. En général, moi, j'aime bien les deux graphiques-ci. Déjà, l'importance des variables et également les valeurs de Shapley en termes d'explicabilité. Là, vous avez également d'autres approches. Vous pouvez également mettre en place les valeurs de Shapley juste pour avoir l'interprétabilité du modèle. C'est à peu près le même graphique qu'on avait ici, quoi. Ensuite, vous avez également permutation impédance. Je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est une autre approche en fait de voir quelles étaient les variables les plus importantes, l'impact sur la variable finale. Vous avez dans ce tableau à peu près les variables par ordre d'importance. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous avez également ici ce qu'on appelle le partial dependence plot qui vous donne à peu près l'effet marginal d'une variable ou deux variables sur le modèle final, comme vous le voyez ici en fait. Lorsque le taux de glucose est ici, quel est l'impact à peu près sur le modèle final. Ensuite, on a également le graphique ICE plot qui vous donne à peu près la même chose que DPD. C'est ici. Vous allez voir, c'est à peu près la même courbe. Ça vous donne à peu près l'impact marginal d'une variable sur le modèle final. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Retenez bien que l'objectif en machine learning, ce n'est pas d'avoir le modèle le plus puissant. Ça, c'est très important. Dans les compétitions, Kaggle peut-être, mais en entreprise, on recherche un modèle qui est explicable et qui est performant. Bien sûr, qui respecte des critères statistiques, mais pas forcément le modèle le plus performant, le plus robuste, le plus qu'on n'arrive pas à interpréter. Vous avez le notebook en description, comme d'habitude. Vous pouvez utiliser cela dans tous vos travaux. Merci à vous qui avez suivi ce challenge et surtout, bravo à tous ceux qui ont suivi de A à Z, de 0 à 100, parce que franchement, c'est impressionnant de se donner une discipline tous les jours pour faire la même chose. Franchement, c'est un travail de dingue et je suis content de moi. Félicitations à vous, félicitations à moi-même, je suis assez fière de tout ce qu'on a pu accomplir durant ces 3 derniers mois. Je suis assez fière de ça. Et pour vous dire la vérité, j'aimerais bien continuer. Je suis très content. J'ai déjà créé un certain rythme et j'aimerais bien continuer, mais bon, on va quand même s'arrêter là. C'est la fin du challenge, mais attention, c'est pas la fin du coin stat. Le coin stat, c'est le début d'une grande aventure et j'aimerais partager avec vous quelques éléments le dimanche à 21h pour échanger sur cette belle réussite. Je réponds à vos questions, je partage avec vous la suite de l'aventure, comment ça va se passer, à quoi va ressembler le coin stat après 100 jours de machine learning. On se donne rendez-vous dimanche à 21h. J'ai vu quelques personnes me proposer en commentaire d'organiser quelque chose pour la fin du challenge. N'hésitez pas à me contacter via LinkedIn, je suis assez réactive là-bas. On peut organiser un after work pour célébrer cette victoire. Mais en attendant, rendez-vous dimanche à 21h pour partager, pour discuter et surtout partager la suite de cette aventure. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour la suite sur le coin stat. Bye.